Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés et à l'écoute de l'industrie de la gestion d'actifs à l'occasion de ce salon Patrimonia 2024. Smart Bourse est sur place et vous propose toute une série d'interviews exclusives, à commencer par celle du président de l'AFG, Philippe Sedbon, qui est avec nous à l'occasion de cette édition 2024 de ce salon Patrimonia. Toutes les interviews à suivre sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Nous sommes ici donc pour cette édition spéciale Patrimonia à l'occasion de ce salon incontournable historique de l'industrie de la gestion d'actifs et nous recevons pour entamer cette édition spéciale le président de l'association française de la gestion, Philippe Sedbon. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà pour parler quand même des forces de l'industrie de la gestion d'actifs en France. On est là pour se réjouir des atouts de la position de l'industrie de la gestion d'actifs française. Il faut le dire assez simplement, Philippe Sedbon, c'est une industrie qui est leader aujourd'hui en Europe. Absolument. On a une industrie formidable en France dans la gestion d'actifs, puisqu'on a un total de 4 600 milliards d'euros gérés par 700 sociétés de gestion. C'est juste effectivement le leader en Europe continentale. Et c'est le fruit d'une longue histoire. On compte parmi ces 700 sociétés de gestion quand même 3 sociétés de gestion parmi le top 20 mondial. Mais j'ai presque envie de vous dire, la richesse de ce tissu de 700 sociétés de gestion, il est ailleurs. On doit se réjouir d'avoir les leaders mondiaux. Et d'ailleurs, quand on voit l'opération qui a été annoncée cet été, je pense que l'AFG s'en réjouit. Il faut toujours se réjouir d'avoir des champions mondiaux. Mais la richesse, elle est ailleurs. On a des sociétés de taille internationale, on a des sociétés qui adressent d'autres typologies de clientèle, d'autres types de passifs, et puis on a beaucoup de sociétés entrepreneuriales. Et c'est ça qui fait justement cette richesse, parce que ça apporte de l'innovation, ça apporte des réponses différentes à des besoins d'épargnants qui sont tous différents. Vos besoins ne sont pas les miens, ne sont pas ceux de nos voisins, des gens qui sont autour de nous aujourd'hui. Et donc il faut apporter des réponses différentes, c'est essentiel. Et il y a de la place pour toutes les tailles de sociétés de gestion, c'est ce que vous dites Philippe Sedbon. Cette richesse, elle vient aussi du fait qu'on a encore des boutiques, comme on dit, oui, et à la fois des gros ensembles qui sont en train de se former, de se consolider. Oui, alors on peut peut-être en parler, il y a des forces qui s'exercent, effectivement. On voit tous, on peut observer, et il y a plein de facteurs qui expliquent ça. La taille est importante, mais la taille est importante sur les différents marchés qu'on adresse. Maintenant, il y a de la place, justement, et il faut entretenir cet écosystème avec des sociétés de petite taille, des sociétés naissantes, qui innovent en permanence. L'innovation vient de là. Elle vient aussi de là, et elle vient beaucoup de là. Ouais. A fortiori, mais après, il y a des forces, effectivement. On est dans des transitions importantes, technologiques, bien entendu transition industrielle pour l'accompagnement climatique, environnemental. Mais tant qu'on peut maintenir cet écosystème, il est important. Et l'AFG, au quotidien, j'ai envie de dire se bat, ou en tout cas fait tous les efforts possibles pour défendre cet écosystème qui est majeur, parce qu'il est important pour les épargnants, il est important pour le financement de l'économie. Les sociétés de gestion sont au cœur, font le pont entre les épargnants et le financement de l'économie. Donc cet écosystème leader en Europe, il est majeur pour l'économie française. On a eu toute une série de rapports à ce sujet, notamment, je pense au rapport de Christian Noyer, le rapport d'Enrico Letta, le rapport de Mario Draghi également, qui adresse alors des sujets de compétitivité larges pour tous les secteurs, mais y compris pour le secteur financier, y compris pour l'industrie de la gestion d'actifs. Où est-ce que vous placez les enjeux pour l'industrie de la gestion d'actifs française quand on parle de compétitivité? Tout en haut, tout en haut. C'est un sujet permanent qui nous anime à l'AFG et depuis de nombreuses années. La compétitivité de l'industrie, je viens de l'évoquer. Ouais. Avec d'autres, notamment sur la taille, sur l'innovation, sur la transformation technologique. La compétitivité, c'est un enjeu majeur. Pourquoi ? Pour pouvoir être compétitif, bien entendu qu'il y a des enjeux de taille, des enjeux de coût, enfin tout ce qu'on connaît dans toutes les industries. Mais vous avez aussi des enjeux réglementaires qui permettent de poser ou pas cette compétitivité.
et vous avez des enjeux, j'ai envie de dire, de rayonnement sur votre zone, on va dire, naturelle, qui peut être la France, l'Europe, plus largement, mais déjà la France et l'Europe, justement pour asseoir cette compétitivité. Or, aujourd'hui, on se réjouira encore et encore demain d'avoir cette position de leadership. Pour autant, notre compétitivité, elle est entamée. Et donc, il y a une fragilité certaine, et la part de marché des sociétés de gestion françaises en Europe baisse. Et dans le monde, baisse. Face aux anglo-saxons, pour le dire, notamment face aux anglo-saxons. Mais c'est pas, les anglo-saxons sont leaders, sont moteurs, et on a tout à gagner à avoir des moteurs puissants et performants. Donc tant mieux. Mais on n'est pas non plus obligé de se tirer une balle dans le pied. Ouais. On fait des avancées notables dans notamment toute la partie finance durable, grâce à une réglementation qui tire l'ensemble vers le haut, qui est moteur. Faisons attention que chaque fois qu'on envisage une nouvelle réglementation, on fasse en même temps, et l'AFG appelle cela depuis longtemps, nous le redisons chaque fois que nous rencontrons les pouvoirs publics et les régulateurs, nous demandons des tests de compétitivité sur les textes réglementaires systématiquement. C'est un vrai sujet, hein. Là, dans le rapport Draghi, il y a quand même l'idée qu'il faut prendre des risques. Alors, déréglementer, j'en sais rien, ou en tout cas, comme vous dites, faire attention à chaque nouvelle réglementation, au dosage et à l'objectif qu'on poursuit avec chaque nouvelle réglementation. Hein. Alors, dans une industrie qui est peut-être une des plus réglementées, je le rappelle à chaque fois. Mais oui, alors je reviens justement ce matin des États-Unis où je vais régulièrement. Nous sommes les champions du monde de la réglementation. Ça a des très bons côtés. Et puis ça, ce qu'on vient d'évoquer sur l'aspect, notamment l'aspect compétitivité. Veillons à ne pas prendre de retard sur les grands enjeux de transition, justement, quels qu'ils soient, par trop de carcans réglementaires. Donc, essayons de garder de la souplesse. C'est ce que nous proposons la plupart du temps, notamment, par exemple, lorsqu'on parle de transition. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qui entrave la compétitivité de l'industrie de la gestion d'actifs quand on évoque ces sujets réglementaires aujourd'hui, pour vous, Philippe Sedbon? De nombreux sujets. Ça serait très long de les développer, mais 2 ou 3 clés. Un, on a une orientation depuis 40 ans peut-être en Europe qui est une approche consumériste. C'est-à-dire qu'on se préoccupe d'abord, j'ai presque envie de dire que, du consommateur. Le consommateur, il est salarié, il est entrepreneur, il est retraité, il est futur salarié, futur entrepreneur. Donc il est intéressé par le côté production aussi. Donc intéressons-nous à la compétitivité des secteurs de production. C'est majeur parce que c'est ça qui fera l'environnement justement des consommateurs demain. Donc c'est un point majeur, hein. C'est vraiment la fondation d'eux. Et puis ensuite, lorsque vous réglementez sur, que ce soit l'ESG, que ce soit sur l'environnement technologique, que ce soit sur les données, l'information, enjeu crucial pour les sociétés de gestion, pour les investisseurs. L'information est au cœur de tout, encore plus aujourd'hui avec l'émergence de l'intelligence artificielle et ces vecteurs technologiques que nous avons de plus en plus. Lorsqu'on réglemente là-dessus, faisons attention de préserver cet écosystème européen, cette indépendance et cette souveraineté européenne. L'orientation de l'épargne, la destination de l'épargne des Européens, des Français, est aussi importante que le reste. Elle est stratégique pour les croissances de long terme. Sur la partie ESG, vous évoquiez l'importance des données, enfin, financières et extra-financières. L'information, l'accès à l'information sont des enjeux clés évidemment pour l'industrie de la gestion d'actifs. Sur la donnée extra-financière, quelle est votre position aujourd'hui? Parce que si on a de la réglementation qui se met en place et qui arrive, c'est bien sur ces questions-là, au niveau européen notamment, Philippe Sedbon, il faut plus de réglementation, une meilleure réglementation. Des spécialistes m'expliquent qu'on a mis des dizaines d'années, peut-être même un siècle, à obtenir une standardisation des normes comptables, financières traditionnelles. Alors, peut-être pas un siècle, alors, je ne sais pas si on mettra autant de temps effectivement pour les données extra-financières, mais visiblement, il y a un sujet de standardisation de ce point de vue-là. Mais avant de penser standard, oui, la réponse est oui. Je vais vous dire un mot de la standardisation, mais avant de penser standardisation, il faut penser information brute. Oui. C'est le socle, d'accord? C'est la matière première. La matière première. Cette matière première aujourd'hui, elle est finalement, le paradoxe, hein, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations,
Mais le traitement de l'information est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce que l'accès à l'information se fait par des canaux qui sont peu nombreux. Ouais. On a besoin, or, les sociétés de gestion, les investisseurs, ont besoin de cette information brute pour continuer à faire leur travail. Qu'on parle de données financières ou de données, appelons ça extra-financières. Et donc cette information-là, pour prendre les bonnes décisions d'investissement, parce que le métier ne change pas parce que on doit être plus vert, on doit réussir cette transition, accélérer cette transition écologique. Le métier reste le même, dégager de la rentabilité pour les épargnants, pour leurs projets de vie. Donc, si on veut continuer à faire ce métier correctement, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, financer les bons projets, on doit avoir cette information. Cette information doit être disponible, on doit pouvoir la traiter correctement et elle doit être peu coûteuse. Tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Non, oui. Tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Que, avant de parler de standardisation, intéressons-nous à cette matière brute. Et donc, les fournisseurs de données, il y a des fournisseurs de données formidables dans le monde qui font avancer l'ensemble de l'écosystème. Bravo. Maintenant, assurons-nous quand même que cette information soit disponible à un coût raisonnable et qu'on peut continuer à construire cet écosystème sur la base de cette information. Juste un mot sur la standardisation. Elle vient ensuite. Et on a de nombreuses initiatives là-dessus à l'AFG, notamment avec l'Institut de la finance durable. On travaille justement, on a standardisé dans le passé la donnée financière, purement financière, pour établir cette analyse financière. Moi, j'ai fait mes études au début des années 80 et j'en sais quelque chose. Eh bien, il faut réussir la même chose, ça prendra du temps, mais il faut réussir la même chose sur la partie finance durable, la partie verte. Et donc, on travaille avec l'Institut de la finance durable sur un chantier qui est justement l'analyse des plans de transition des entreprises et comment on analyse ça et comment on en déduit une traduction en valeur pour les entreprises. Voilà. Un dernier mot, Philippe Settebon, dans l'environnement fiscal, budgétaire actuel, on sent que les tentations sont importantes en France, mais ailleurs aussi, peut-être dans le monde. En France, beaucoup. En France, beaucoup. Quelle est la position de l'AFG qui garantit aussi, j'allais dire, une bonne gestion de l'épargne en France ? En fait, il y a deux préoccupations qu'on doit avoir pour avoir cette bonne gestion de l'épargne et donc continuer à générer et à ne pas décourager l'épargne et que cette épargne, c'est cette épargne qui va aller s'investir et réussir cette transition. Les budgets de l'État sont quand même limités désormais. Donc, pour ne pas décourager cette épargne, il y a deux aspects à regarder. Un, d'où est-ce qu'on part en termes de taux d'imposition ? Et deux, d'où est-ce qu'on part ? Et deuxièmement, est-ce qu'on est compétitif par rapport à notre environnement ? D'où est-ce qu'on part ? On est déjà un des taux les plus élevés d'Europe, même s'il y a eu une baisse dans les années passées. Je vous rappelle qu'on a le taux le plus élevé en Europe sur le capital. Donc, essayons de faire en sorte de ne pas décourager cette épargne. Elle est essentielle pour le financement futur de l'économie. Merci beaucoup Philippe Settebon. Merci d'être venu nous voir, le président de l'AFG, à l'occasion de cette édition spéciale Smart Bourse sur ce salon Patrimonia 2024. C'est Benoît Lombard qui est à nos côtés à présent depuis ce salon Patrimonia 2024, directeur général adjoint du groupe Cristal et porte-parole du groupe Cristal. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour. Bon, c'est une course à la taille qui est engagée depuis quelques années maintenant, le groupe Cristal étant le plus gros consolidateur peut-être de ce marché du conseil en gestion de patrimoine et de la distribution. J'ai compté, il y a quasiment 30 acquisitions depuis 2021, c'est ça? Oui, on est quasiment à une trentaine d'acquisitions. C'est un rythme soutenable dans le temps. À quel stade de la consolidation est-ce que vous estimez qu'on est aujourd'hui sur ce marché de la gestion et du conseil en France? Ça fait 30 ans que moi je suis un acteur de la gestion de patrimoine et la consolidation, c'est l'action de rendre plus solide. Et donc l'objectif, il est de rendre plus solide un métier qui gagne ses lettres de noblesse, qu'il a toujours eu, qui gagne des parts de marché et qui permet d'offrir à des particuliers, parce que c'est ça en fait l'objectif, d'offrir à des particuliers toute une gamme de solutions et de conseils qui s'inscrit dans le temps.
on perd pas ce cap-là. Parce que je veux dire, quand on est engagé dans ce rythme d'acquisition, alors ça devient un savoir-faire évidemment très important pour le groupe Cristal, mais il y a toujours le risque de perdre un peu la vision finale ou le cap final. Vous dites le cap final, il est très clair toujours pour nous. Non mais moi je me souviens quand j'avais ma propre entité, donc il fallait tout faire. Donc, et on était passé de gestionnaire de patrimoine à chef d'entreprise et avec des contraintes réglementaires, de la transformation digitale, de la sélection de produits, du référencement des produits, du suivi de ces produits, des obligations réglementaires de plus en plus complexes, on ne pouvait pas tout faire. C'est quoi, nous, notre proposition de valeur? Eh bien, c'est de se concentrer, de dire à nos conseillers, aujourd'hui on a quand même un peu plus de 400 conseillers, de dire à nos conseillers, vous êtes là pour être au plus près des clients et on s'occupe du reste. Et on a des divisions, on a des départements. On a bien évidemment le département M&A qui est là au plus près des sociétés qui viennent nous voir, des cabinets de conservation de patrimoine qui viennent nous voir et qui sont très intéressés par cette proposition de regroupement, d'association. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui plus de 150 associés dans cette entité qui est Cristal. Ouais. On en est où de la consolidation? C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir la taille critique, avoir le périmètre aussi de solutions à proposer qui soient pertinents pour le groupe Cristal? Oui, on a un savoir-faire certain. Nous avons au sein du groupe des départements, des divisions. Je m'occupe également de l'ingénierie patrimoniale. On a dans le groupe plus de 30 ingénieurs patrimoniaux. C'est-à-dire que le groupe Cristal a sur la place, sans vilain jeu de mots, donc les plus forts nombres d'ingénieurs patrimoniaux. On a des solutions, bien sûr, d'investissement où on façonne des solutions qu'on va chercher à l'extérieur avec toutes les propositions de valeur du groupe Zenith, de Zenith Investment Solutions. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces éléments? Eh bien, on les propose, on les met sur l'étagère pour nos conseillers qui ont un catalogue vaste de solutions qui correspondent aux besoins du moment. Un mot de l'acquisition structurante qui est celle de Primonial, qui est l'événement majeur de cette année en matière de consolidation. Quels sont les enjeux pour vous? Parce que là, on ne parle pas d'une taille petite ou intermédiaire en matière d'acquisition. Où est-ce que vous passez les enjeux pour cette division distribution On est bien évidemment ravis d'avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez doublé les encours, c'est ça? On est passé grossièrement, si je puis m'exprimer ainsi, de 500 personnes à un peu plus de 1000. Donc on a doublé de taille. On a doublé de taille aussi en termes de stock, puisque aujourd'hui, on est l'acteur majeur parce qu'on a quelques chiffres, 22 milliards d'encours confiés. Et cette accélération, on le fait bien évidemment avec Primonial, où il y a un savoir-faire, des compétences qui sont extrêmement reconnues, et on connaît l'histoire de Primonial. Le B2B2C et le B2C étaient des éléments extrêmement importants pour Primonial, mais étaient peut-être passés un peu derrière le scope, puisque bien évidemment, ils avaient des solutions pour façonner des propositions d'investissement, notamment dans l'immobilier, qui avaient pris un peu le dessus. Et bien nous, on veut réveiller cette belle endormie, on veut réveiller ce groupe qui est exceptionnel et avec qui on a un maillage, on est en pleine intégration actuellement, on a un maillage des compétences, des hommes, de savoir-faire reconnus qui, associés à ceux du groupe Cristal, vont nous permettre une nouvelle fois de multiplier encore notre offre de services en B2B et en B2C. Quand on mène ce rythme d'acquisition, il faut intégrer les équipes, il faut intégrer les marques également. En termes de gestion de marque, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la structuration du groupe Cristal aujourd'hui? Quelles sont les marques importantes? Alors, donc, on a des ateliers qui vont nous permettre de pouvoir faire évoluer. Aujourd'hui, Cristal a 2-3 marques fondamentales. La Place, bien sûr, qui est... Que vous présidez, Benoît, je le rappelle. Alors, moi, je m'occupe de Maison La Place, qui est le Family Office, et puis la marque de l'ingénierie patrimoniale et de la gestion privée du groupe. Mais on a, bien sûr, Zenith Investment Solutions. Et Zenith, c'est quoi? C'est 3 marques. Zenith Capital structuré, Zenith Investment Solutions sur le private equity. Quand même, on sait, aujourd'hui, on va aller adresser auprès de nos clientèles des solutions que l'on façonne grâce à Zenith Investment Solutions. Et puis, Zenith AM, ex-Wise AM, qui est notre société de gestion, qui délivre là des prestations à la fois en matière de gestion sous mandat, mais toute une gamme d'OPC où là encore, on va adresser à notre clientèle, à nos conseillers et in fine à leurs propres clients, eh bien, des solutions qu'on va aller chercher à l'extérieur. Nous sommes un concentrateur de solutions différenciantes en allant chercher le meilleur du marché.
Que vous dit le marché aujourd'hui? Que vous disent les clients privés de Maison Laplace, par exemple, Benoît? Est-ce qu'ils ont des questions particulières au regard, je ne sais pas, de l'environnement politique, des tentations fiscales qui sont nombreuses aujourd'hui, on va le dire comme ça? Bien sûr, mais il y a d'abord l'environnement financier. Hein, et je dis toujours, hein, on a connu ce krach obligataire en 2022, dont on ne parle peut-être pas assez. Hein. On est passé assez rapidement en 9 mois de taux de 0 à 3%, oui. Alors qu'on avait mis un peu plus de 10 ans pour passer de 3 à 0. Bon, donc une accélération brutale et un choc sur le marché obligataire. Et bien évidemment, beaucoup de questions que se posaient nos conseillers, que se posaient nos clients pour aller chercher du rendement obligataire. On voit que la baisse des taux commence. Et je vous vois venir, mon cher Grégoire, car je sais que vous aimez bien les taux. Et moi aussi, j'adore ça. Eh bien, aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir accompagner cette lente baisse des taux en offrant des solutions qui vont nous permettre de capter, j'allais dire de cristalliser, pour le groupe Cristal, c'est pas de cristalliser le rendement. Ces taux, ce rendement. Puis bien sûr, il y a l'environnement fiscal qui est incertain. Je dois dire que le gouvernement actuel nous laisse penser que s'il y aura des modifications, elles seront peut-être un peu moins violentes que ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu sur l'échiquier politique d'autres personnes à la tête du gouvernement français. Et donc, ça va plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'on est là pour rassurer et on est toujours là pour ne pas être dans la précipitation. Pour un garçon qui parle vite comme moi, c'est toujours quelque chose de difficile à dire. Merci beaucoup Benoît. Benoît Lombard qui est venu nous voir à l'occasion de ce Salon Patrimonial 2024, directeur général adjoint du groupe Cristal. Nous sommes donc avec Jean-Denis Bachot, le responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International, ici depuis ce salon patrimonial édition 2024. Jean-Denis Bachot, bonjour. Bonjour Grégoire. Avant de devenir responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International, ça date d'il y a quelques semaines à peine, je crois, Jean-Denis, vous avez été très longtemps le responsable de Fidelity pour la France, qui vient de marquer ses 30 ans, qui vient de célébrer ses 30 ans de présence sur le territoire français. Vous avez accompagné une bonne partie de ces 30 ans, Jean-Denis. Qu'est-ce qui a changé entre votre arrivée au départ et le 30e anniversaire de Fidelity en France? Beaucoup de choses forcément, parce que ça date de 1994. Donc à l'époque, on faisait partie d'une des plus grandes sociétés de gestion internationales à s'installer dans l'Hexagone. Donc c'était un peu une révolution, il faut bien le reconnaître. Et puis on s'est installé sérieusement parce que quelques années plus tard, on a obtenu notre agrément auprès de notre autorité de tutelle, l'AMF, et on est devenu une société de gestion à part entière. Société de gestion que nous avons conservée et qui continue de croître aujourd'hui. Donc effectivement, les évolutions, elles ont été importantes, mais je dirais, il y a à la fois une rupture et à la fois une forme de continuation. La continuation, c'est le service auprès des clients, l'accompagnement qui est nécessaire, toujours, cette forme d'éducation auprès de nos différents segments de clientèle, parce que le domaine financier est un domaine relativement complexe sur lequel on se doit d'être clair et de bien les accompagner. Donc je dirais qu'il y a une forme de continuité là-dedans et une forme de rupture aussi dans les solutions financières à apporter, où pour moi aujourd'hui, on cherche peut-être un peu moins à s'exposer à une classe d'actifs qu'à proposer des solutions financières, une sorte de package qui répondent à un besoin spécifique. Et qui correspondent à des objectifs de vie aussi. Exactement. Pour les gens et pour le client final. À ce titre-là, comment vous regardez le marché de l'épargne aujourd'hui en France, Jean-Denis, et où est-ce que vous voyez des enjeux spécifiques? Je veux parler notamment de l'enjeu autour de l'épargne salariale, de l'épargne retraite, qui sont évidemment des sujets brûlants, on va le dire aujourd'hui, et qui sont des marchés peut-être intéressants à adresser quand on est fournisseur de solutions financières. Bon, pour répondre à ce point-là, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, l'épargne financière, ça représente quand même 6 000 milliards aujourd'hui à peu près en France, avec une grosse proportion qui est toujours en actifs à très faible risque. On pense évidemment aux solutions financières fonds euros, mais également aux produits monétaires, etc. Alors certes, on a des taux d'intérêt qui sont un petit peu plus attractifs, mais disons qu'il y a cet équilibre aujourd'hui qui est toujours à revoir, où on doit aller sur une épargne un peu plus longue. Ouais. Et ça me permet de rebondir sur le point intéressant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite globalement, où je pense que c'est un des grands défis de notre société aujourd'hui. C'est passionnant pour nous, gérants d'actifs, pour Fidelity en particulier. Parce que je le dis toujours, Fidelity aux États-Unis, c'est un des grands acteurs de ce sujet-là, au travers du 401K qui est l'épargne retraite, l'épargne retraite collective, l'équivalent de notre père collectif aujourd'hui, et sur lequel Fidelity a quasiment un tiers du marché.
Et donc c'est quelque chose qui nous touche et sur quelque chose, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de travail pour accompagner les particuliers, à la fois en retraite individuelle, mais aussi les entreprises en retraite collective. En discutant avec les spécialistes de l'épargne salariale, en l'occurrence, un point qui m'a ouvert les yeux, c'est que pour beaucoup de Français, c'est souvent le premier contact et peut-être même le seul contact qu'ils auront avec la logique d'épargne financière, d'investissement de long terme, de préparation à des objectifs de vie qui peuvent être la retraite ou autre. J'avais pas pris conscience de ça en fait, Jean-Denis. C'est vrai et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos voisins aux États-Unis. Ouais. Dans cette forme de décomplexer en fait cette approche et de la rendre un peu plus lisible, un peu plus simple, aussi au travers d'outils digitaux aujourd'hui, d'accompagnement, de formation, d'éducation. C'est un énorme sujet aujourd'hui. Et voilà, collectivement, chez Patrimonia, beaucoup de nos concurrents également travaillent ce sujet-là et c'est une bonne chose. Mais comment on adresse ce marché? C'est quoi les grands critères, les grands facteurs clés pour vous pour répondre à la demande des entreprises et derrière les entreprises, les salariés des entreprises, ils ont la même demande que tout le monde? C'est des demandes différentes? C'est des demandes différentes. Je dirais... D'abord, il y a la retraite individuelle. Et ici, c'est le sujet de la retraite individuelle auprès de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Parce que le PER est quand même une très belle réussite. Et au travers de solutions telles que ce qu'on propose chez Fidelity, les solutions de fonds à horizon, de fonds target, qui fonctionnent extrêmement bien. Parce que c'est simple, c'est lisible et c'est packagé. En fait, ce sont des solutions et on a repris le concept aux États-Unis. Hein. On a inventé ce concept-là aux États-Unis. Vous savez, quand vous partez à la retraite, vous avez une date de maturité et on gère vos actifs de façon optimale jusqu'à cette maturité en ayant une approche dégressive du risque au fil du temps. Et en fait, ce genre de solution dans le cadre de la retraite individuelle, elle sera peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut revoir dans la retraite collective ou pour les entreprises, on sera sur des approches plus de fonds diversifiés, sous des formats FCPE dans le cadre de l'épargne salariale, etc. Donc les solutions sont un peu différentes, mais la finalité est la même. Il y a un autre sujet qui vous anime en ce moment chez Fidelity International. Vous êtes une maison de stock picker. Vous mettez en avant toujours l'analyse fondamentale, vos équipes d'analystes qui sont partout dans le monde et qui font de la remontée de terrain depuis le bilan des entreprises. Et dans le même temps, vous êtes aussi promoteur de ce qu'on appelle les ETF actifs aujourd'hui, Jean-Denis Bachot. Comment est-ce qu'on vient du monde du stock picking, de l'analyse fondamentale? Comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui également promoteur d'instruments qui viennent quand même de la gestion passive, même si on appelle ça aujourd'hui des ETF actifs. Il faut peut-être d'ailleurs un peu caractériser ce que sont ces produits d'ailleurs. Il n'y a rien d'antinomique là-dedans, mais effectivement, je suis d'accord Grégoire, ça demande une petite explication. Alors, de façon extrêmement simple, notre définition des ETF actifs, car il y en a plusieurs sur le marché. Notre définition des ETF actifs aujourd'hui chez Fidelity, c'est effectivement, comme vous le disiez, de s'appuyer sur ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire cet ADN de recherche, de sélection de valeurs, de sélection d'entreprises qui vont former un portefeuille, mais où on va réduire le risque au travers d'une tracking error plus faible. Et ça, aujourd'hui, c'est une demande de beaucoup de nos clients. C'est une demande de nos clients d'avoir une approche où on s'appuie sur de la gestion active, mais on va prendre un niveau de risque relativement faible avec des tracking errors d'environ 2 points maximum, de manière à pouvoir créer de l'alpha au-dessus du benchmark de façon régulière sans prendre des risques factoriels trop importants. En gros, c'est des gestions qui sont des gestions systématiques et c'est effectivement dans une enveloppe ETF. Et en fait, pourquoi est-ce que ça paraît un peu antinomique? C'est parce que les gens voient l'ETF comme un véhicule purement passif. Ouais. C'est vrai, c'est aujourd'hui la grande majorité des actifs. Mais il y a aujourd'hui un développement très fort qu'on a vu aux États-Unis et qui commence à se développer en France et en Europe globalement, de ces ETF à plus faible tracking error qui permettent à beaucoup d'investisseurs d'avoir des approches core satellites. C'est pour une nouvelle clientèle? C'est une prolongation de la gestion ou un complément à de la gestion active traditionnelle? Ou est-ce que ça vient remplacer une partie de la gestion active demain en tout cas? Les deux, mon général. Je pense que ça vient remplacer une partie de la gestion active pour une raison simple, c'est que de la gestion passive. Oui, pour une raison simple, parce que
il y a à la fois des composantes ESG qu'on arrive à intégrer et qui répondent à des problématiques ESG pour beaucoup de nos investisseurs. Donc ça permet de ticker la box ESG. Il y a un autre élément où les prix sont beaucoup plus faibles de la gestion active traditionnelle parce que le niveau de risque est plus faible, la tracking error est plus faible. Et du coup, par rapport à de la gestion pure passive, c'est un peu plus cher, mais pas si cher que ça au regard de l'alpha créé. Et donc, ça prend un peu de place sur la gestion passive. Ouais. Et ça prend de la place aussi sur la gestion active pour deux raisons principales. D'abord parce que la gestion active, dans certains cas, a pu un peu décevoir. Et il y a pas mal de clients qui peuvent se dire j'ai envie de réduire ma partie core de mon portefeuille en allant sur ces véhicules-là. Et ma partie satellite, là, je vais y aller plus franchement avec des solutions plus gestion active. Donc, ça permet aussi de rebalancer un peu des portefeuilles, à la fois, donc je disais, sur la partie passive, mais aussi sur la gestion active à plus faible tracking error. Merci beaucoup Jean-Denis. Merci d'être venu nous voir pour ce salon Patrimonia. Jean-Denis Bachot, le responsable pour l'Europe de l'Ouest de Fidelity International. C'est Yves Desjardins qui est à nos côtés à l'occasion de ce salon Patrimonia édition 2024, directeur général de Schroders en France. Yves Desjardins, bonjour et bienvenue. Merci. Un mot peut-être de ce qui caractérise pour vous aujourd'hui l'industrie de la gestion d'actifs. On est ici présent pour cet événement de référence historique pour l'industrie de la gestion d'actifs. Et au sein de cette industrie, qu'est-ce qui caractérise Schroders sur le marché français de l'épargne? C'est une très bonne question et les choses évoluent beaucoup pour Schroders. Schroders, depuis une dizaine d'années, a beaucoup investi, beaucoup évolué sur les actifs privés, passant de 4 milliards à 12 milliards en France, pour faire simple, mais sur une clientèle institutionnelle. Ce qui était la base, évidemment. Aujourd'hui, sur l'offre qu'on a mis à disposition pour les institutionnels, on s'oriente de plus en plus vers une offre à une destination d'une clientèle privée. Et donc la loi Industrie Verte, LTIF 2, tous ces sujets vont nous aider. Un mot effectivement de ce cadre à la fois législatif et réglementaire qui évolue. LTIF, c'est donc la réglementation européenne qui permet aux particuliers, aux clients privés d'accéder à des fonds d'actifs privés, de private equity, mais pas uniquement, je crois, Yves Desjardins. C'est un bon point. La loi Industrie Verte, j'allais dire, incite fortement les gérants d'épargne, ou en tout cas les enveloppes, à accueillir de plus en plus de ces actifs privés. Alors, c'est complètement ça. LTIF, c'est pas une réglementation européenne nouvelle, elle est ancienne, elle a été revue récemment. Et parce que la première mouture était perfectible, notamment pour des problématiques de gestion, pour les problématiques d'accès, il y avait des tickets minimums. Tout ça, ça a été corrigé. Et la loi Industrie Verte, oui, complètement. Quand vous dites, elle incite le particulier, je dirais même ça va plus loin, c'est-à-dire elle oblige notamment les assureurs, les distributeurs, dans le cadre de contrats d'assurance vie, des gestions profilées par défaut et dans le cas des PER, à intégrer à réserver des poches, des actifs privés. Et vous l'avez dit, c'est très important, pas que du private equity. Non, c'est un univers au sens large, il y a aussi de la dette privée. Justement d'ailleurs, où est-ce que vous voyez le plus de dynamisme, dans cet univers des actifs privés aujourd'hui sur ce marché français en l'occurrence? Alors forcément, on est biaisé parce qu'on voit le dynamisme, c'est un effet un peu autoréalisateur, c'est-à-dire qu'on pense que le marché du private equity et de l'immobilier, en l'occurrence, qui sont les deux grosses autres classes d'actifs, est très mature, très mûr en France. Il y a beaucoup d'offres, alors qu'ils ne sont pas LTIF, mais avant le devenir, c'est pas un sujet. La dette privée, c'est beaucoup plus confidentiel. Il y a eu quelques acteurs qui en ont fait avec des partenaires spécifiques, mais ce n'est pas très, très généralisé. Et le cadre réglementaire, la loi Industrie Verte, a permis d'ouvrir aussi, en dehors de l'obligation qui est faite aux assureurs, a permis d'ouvrir les véhicules à une clientèle de non professionnels, une clientèle de particuliers. Et comme nous, on a de la dette infrastructure chez Schroders à Paris depuis 10 ans maintenant, c'est évidemment là, sur cet actif-là, qu'on investit et qu'on évolue. Comment on adapte cet univers d'investissement, vous le disiez vous-même, au départ réservé à la clientèle institutionnelle, à cet univers de la clientèle privée? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Quelles sont les questions peut-être qu'un client privé pose, que le client institutionnel ne pose pas? Et où est-ce que la demande du client privé se situe aujourd'hui précisément? Alors comment on l'adapte? Si je fais une réponse très courte, je vais la développer quand même, mais si je fais une réponse très courte, on ne l'adapte pas.
Le parti pris On qu'on a ne eu... dénature pas Voilà, exactement. ce type d'investissement. Le parti pris qu'on a eu chez Schroders, c'est de dire, si on veut aller vers des actifs privés, pour les clientèles particulières, on va offrir la même chose. Alors quand je dis la même chose, je vais mettre des guillemets, hein. Je vais revenir dessus, mais Ouais. c'est les mêmes actifs sous-jacents. On ne va pas aller sourcer des actifs qui ne sont pas assez bons pour des instituts en se disant, c'est pas grave, on a du particulier, on va leur donner. J'entends. Non, parce que si on fait ça, en termes de, comment dire, Schroders c'est une maison qui a 220 ans, c'est une maison familiale, c'est pas dans l'ADN. Mais si on fait ça, en plus, on risque de tuer, je dirais, le marché devant nous. Donc, on ne change pas les actifs, on change évidemment la façon de faire un tout petit peu, puisque c'est des actifs semi-liquides. Nous, on va lancer un fonds Evergreen, donc il faut créer des poches de liquidité. Et qui dit créer des poches de liquidité, dit aussi avoir un fonds qui n'est pas 100% actif privé. Et là, LTIF, c'est très intéressant, parce que LTIF a permis de modifier pas mal de choses, et on peut en discuter, mais finalement le poids qu'on aura en actifs liquides, en cash, sera aux alentours de 10%, pas plus. D'accord. Donc quand même des stratégies et des fonds qui sont pleinement investis dans cet univers. C'est ça, Alors, c'est ça le but. qui C'est-à-dire, sont- si c'est pour garder 30 ou 40% de liquidité, En fait, ça a plus tellement de sens à l'arrivée, j'imagine. oui, complètement. En fait, je suis pas là pour faire le procès du private equity Non. parfois, mais c'est vrai que entre la promesse Ouais. de départ, la J-curve, la fameuse courbe en J, donc la vitesse à laquelle vous allez déployer des actifs, les remboursements, le cash nécessaire, finalement, parfois, le résultat final est pas mauvais, mais un peu éloigné de la promesse de départ. Nous, on s'est dit, essayons de bâtir la promesse en se disant, on va avoir 20% d'actifs liquides, dont une partie, ça va être intéressant, peuvent être les coupons et les remboursements à venir sur les obligations, ce que vous ne pouvez pas faire en equity, et donc avoir 10-12% de cash réellement. Donc en fait, l'effet dilutif sur la performance ne devrait pas être là. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, vous m'avez dit comment est-ce qu'on communique avec les particuliers. Ouais. Je pense qu'il y a un effort à faire chez nous dans le verbe, dans arrêter de jargonner, arrêter d'employer des acronymes. Par contre, moi je considère qu'un particulier est moins sachant, oui, mais pas moins capable de comprendre qu'un institutionnel. Donc expliquons simplement. Expliquons quand on fait de la dette infrastructure, c'est pas compliqué, on vient financer des projets existants ou des projets futurs, nous c'est plutôt des projets existants, ce qu'on appelle du brownfield, pour jargonner un peu. Et donc en fait vous allez financer le développement d'un parc éolien, vous allez financer du solaire, vous allez financer du matériel roulant, matériel roulant c'est des trains, vous allez financer du télécom. Voilà, Cet tous ces aspect sujets-là. tangible, c'est la clé de communication entre une société de gestion, d'investissement comme Schroders et un client privé. C'est tout le sujet pour le client privé et d'ailleurs pour notre distributeur. C'est tout le narratif, tout le storytelling, comme on dit en bon français. C'est très simple à comprendre. Il y a une pub, il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus de la marque, mais qui faisait ça, en fait, qui expliquait, on voyait la maman aller à l'école avec son enfant et lui dit ça j'ai financé, ça j'ai financé, ça j'ai financé. Bien sûr. Et c'est autour de moi, c'est dans la vie réelle. La réalité, c'est que chaque investissement qu'on fait, même en côté, même quand vous investissez en bond, même quand vous payez vos impôts, ça a du sens. Mais on ne le voit pas. Là, on le voit vraiment, il y a vraiment un marqueur de j'ai investi là-dedans. Comment vous voyez le marché se développer en France? Vous disiez tout à l'heure, le capital investissement est déjà assez mature. Donc, c'est des segments comme la dette privée qui vont avoir la plus forte croissance en matière de développement? Alors, il est mature, oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai que quand vous regardez la loi industrie verte, donc l'obligation qui est faite aux assureurs pour l'assurance et pour les PER d'intégrer ces actifs privés, quand vous voyez la croissance des PER par exemple, qui est faramineuse, bien sûr. Et s'il y a des évolutions au niveau des taxes dans les mois qui viennent en France, le PER peut-être sera toujours un sujet d'avenir. Évidemment que ça va être porteur, évidemment que ça va être porteur pour tout le monde, pour l'immobilier, pour le private equity, mais on pense que la dette, de la dette infra, mais de la dette privée de façon générale, va porter beaucoup. Pourquoi ça va porter beaucoup? Parce qu'à la fin, vous avez une meilleure certitude des cash flows. Vous avez, si vous faites de la gestion profilée, que vous êtes assureur, vous savez que votre actif va vous payer. Là, nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est un fonds qui va être entre 6 et 7% de rendement net au client final. C'est déjà pas mal. Bien sûr. Oui, ça offre de la visibilité. Merci beaucoup Yves. Yves Desjardins, directeur général de Schroders en France, qui était avec nous dans Smart Bourse à l'occasion de ce salon Patrimonia 2024. Merci à vous.
Nous sommes à présent avec Hervé Thiard, le directeur général de Pictet Asset Management en France. Hervé Thiard, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci de venir nous voir dans Smart Bourse à l'occasion de ce salon Patrimonia 2024 qui est l'occasion toujours de faire un petit point sur l'actualité de Pictet Asset Management mais aussi de sa maison mère, du groupe Pictet. Hervé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2024 pour le groupe et pour l'asset management en France ? Alors pour le groupe, c'est une année stable avec une croissance de 8% de nos encours, ce qui nous mène à des encours de 720 milliards. Donc une année de grande stabilité. Sur la partie AM, là aussi, une collecte en hausse, des encours en hausse de plus de 10%, qui nous amène à 265 milliards. Donc c'est une année stable dans la continuité de notre groupe. C'est le rythme de croisière de Pictet, c'est ça, Hervé, si je puis me permettre. C'est un petit peu la Suisse, on peut le dire comme ça aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et au niveau de la France, donc c'est aussi une année stable puisqu'on conserve des stocks de 10 milliards. Donc toujours cette continuité. On est toujours très actifs sur nos 3 segments clés qui sont les institutionnels, les gérants d'actifs et enfin tous les distributeurs, que ce soit des banquiers privés, des réseaux d'assurance vie bien sûr, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine qui sont de plus en plus importants dans notre stock puisqu'ils représentent maintenant plus de 15% de nos actifs. Une croissance stable effectivement, comme vous le dites Hervé, dans un marché, et je parle de flux de marché notamment aujourd'hui, qui a été un peu particulier en 2024. C'est-à-dire que la hausse des taux, les rendements retrouvés ont fait que beaucoup de produits monétaires, beaucoup de produits structurés ont été très demandés et très distribués, j'ai envie de dire, pour les épargnants français. C'est vrai que c'est une année très particulière, qui est clairement pas en faveur des gérants actions. C'est pas là où on a vu plus de collecte, pour dire les choses. Tous les fonds actions ont été vidés, en fait, il n'y a pas d'autre terme, en faveur des comptes à terme, des fonds euros, des produits structurés et de tous les placements de taux, de rendement finalement relativement faibles. Et alors avec la baisse des taux, cela va évidemment changer et on va avoir un retour de flamme. Alors on pense que ça va se mettre en œuvre en 2024, en cette fin d'année et en 2025. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un retour sur les supports plus rentables. Ouais. Et donc on risque d'avoir une année 24-25 qui est un miroir en fait de 22-23. Intéressant. Et les flux vont, et on le voit déjà, les flux sont déjà sur les produits actions. Et alors quelles sont les actions qui profitent le mieux de la baisse des taux qui est en train de se mettre en œuvre, Évidemment, c'est les valeurs de croissance. Et dans les valeurs de croissance, c'est particulièrement les fonds techno. Et donc, c'est en fait tout ce qui est riche en technologie, que ce soit sur les secteurs de la biotech, de la sécurité, numérique. Voilà, tous ces fonds-là commencent à retrouver des flux. Deuxième classe d'actifs qui en profite, et on en parle moins, c'est la gestion long-short, qui, elle, lorsqu'elle est bien faite, peut générer entre 5 et 10%. Et quand les taux vont tangentiellement passer sous les 3%, c'est vrai que les investisseurs vont commencer à se dire quelle est l'alternative. Et la gestion long-short, si elle est bien gérée, la performance absolue peut redevenir effectivement quelque chose d'intéressant. Elle était mise de côté quand les taux étaient à 5-6, mais là maintenant elle retrouve tout son lustre. Il y a un effet d'inertie ou est-ce que les choses peuvent aller vite? Dans la tête du client final, il a déjà commencé à voir les taux baisser, il a déjà anticipé que les taux allaient baisser, parce que les baisses de taux, elles sont encore très très récentes quand même. Elles sont très récentes, elles ne sont pas encore vraiment implémentées, mais on va le voir. Vous voyez, les prochains fonds d'échéance qui sont très très à la mode, ils vont offrir non plus du 5 ou du 4, mais ça va être plutôt de l'ordre de 3. On va le voir sur les fonds euros. Enfin, je peux pas faire des pronostics, mais c'est clair que ça va être de plus en plus venir. visible. Et quand je dirais, il ne faut pas trop attendre, si vous voulez, parce que la remontée des marchés actions, elle risque d'être assez rapide sur un effet tout simple de baisse de taux. Et ça peut être très très rapide. Au-delà des mouvements de flux qui peuvent varier au gré des environnements de marché, il y a un flux qui a l'air assez structurel et assez puissant sur le marché français de l'épargne aujourd'hui. C'est tout ce qui a trait aux actifs privés, Hervé Thiard. Alors on parle du private equity, mais l'univers des actifs privés est encore plus large que le seul private equity qui est
qui reste la tête de ça pont de reste cet le univers-là. gros, je dirais, de la gestion d'actifs privés. Vous avez aussi de la dette privée, qui est très très intéressante aussi. Alors, en contrepartie, c'est des placements très longs, vous êtes loqué pendant 8 à 10 ans, mais il y a un mouvement de fonds qui est très très intéressant. Et nous, on compte bien tirer profit de cette tendance lourde. Et pour ça, on a trois atouts. C'est-à-dire qu'on sait gérer des actifs privés depuis 30 ans. On a une très très longue expérience. Donc on a eu le temps de tester les crises, les cracks actions, crises de liquidité. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a les stocks. On a 30 milliards d'actifs privés. Donc, alors, c'est intéressant d'avoir une grosse taille parce que vous avez accès aux meilleurs deals, bien évidemment. Sûr. Bien sûr. Et enfin, on a les performances, on peut le dire. On a des multiples en moyenne de 2,8, donc c'est presque 3 fois la mise que l'on rend à nos investisseurs. Donc, ce sont des très bons multiples. Donc, fort de cela, donc ça fait 20 ans qu'on vend sur la France des fonds UCITS, cotés, classiques. Eh bien, on va, en plus de cette vente, mettre sur le marché des actifs privés. Et on va d'abord se focaliser sur un fonds de co-investissement focalisé, sur l'environnement, le thème de l'environnement. Et pour ça, en fait, il y a un petit challenge qu'il faut que l'on règle, c'est le problème de l'accessibilité. Bien sûr. Alors, il se trouve que le private equity se diffuse pas aussi facilement que les fonds UCITS. C'est pour ça qu'on a décidé de passer un partenariat avec une plateforme, d'ailleurs qui est présente sur ce salon, qui va nous permettre en fait sous forme d'un feeder, un fonds de droit français, qui est un FIPS, qui réplique exactement la performance de notre fonds co-investissement sur l'environnement. Et notre plateforme avec laquelle on travaille, c'est, je peux le dire? Ah bah bien sûr, oui. Private Corner. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre l'enjeu du dernier kilomètre. C'est-à-dire, vous avez cette expérience, ce track record de la gestion d'actifs privés, de la détention d'actifs privés, pour le compte de clients institutionnels, historiquement, j'imagine, peut-être Hervé Thiard. Caisses de pension suisse et autres. Exactement. Voilà. Sauf que là, c'est une autre type de clientèle à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Alors, c'est une clientèle beaucoup plus large qui est intermédiée par des banques privées, des conseillers de gestion de patrimoine, comme ceux qui sont ici. Et donc, on espère avoir, c'est ça, une audience beaucoup plus large. Et la clé, c'est de passer par une plateforme, par exemple. Oui, pour l'instant, c'est la solution. C'est-à-dire, ils ont une forte expérience du booking client, du reporting client, de l'accessibilité. Ils ont déjà des contrats avec beaucoup de distributeurs qui sont présents ici, avec des banques aussi. Donc ça nous permet d'avoir effectivement une diffusion qui est plus simple. Quelles ambitions vous avez sur ce marché du private equity en France là? Le fonds que l'on réplique a déjà 80 millions d'euros de collecte. Donc il a déjà des investissements, donc il fonctionne déjà. Et on ambitionne de collecter alors je ne sais pas si je peux dire le chiffre, mais plusieurs dizaines de millions via ce feeder. Et le fonds est live depuis 15 jours. Donc il est accessible depuis 15 jours. Merci beaucoup Hervé. Hervé Thiard, le directeur général de Pictet Asset Management, qui était avec nous dans cette émission spéciale Patrimonia, organisée ici à Lyon par Bismart et Smart Bourse. Parlons quand même un peu des marchés à l'occasion de cette édition 2024 de Patrimonia. Et c'est Frédéric Leroux qui est à mes côtés, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, on parle de vos convictions de marché. On entre dans un cycle global de baisse de taux, c'est ce qu'on comprend à ce stade. Comment est-ce que vous voyez ce cycle se développer devant nous, sachant qu'on a vu la Réserve fédérale américaine entrer en jeu de manière assez volontaire? Alors, je pense qu'il y a une chose à avoir en tête, une contextualisation, c'est que l'inflation, notamment américaine, mais en Europe c'est pareil, a commencé à descendre à partir d'octobre 22. Et on voit donc aux États-Unis, 2 ans après seulement, la première baisse de taux. Ce qui veut dire que les marchés ont déjà eu quand même beaucoup de temps pour anticiper les effets de cette baisse de taux, puisque ça fait 2 ans qu'ils voient l'inflation baisser. Donc partant de là, est-ce qu'il faut en attendre des tonnes? Peut-être, mais peut-être pas. Puisque les marchés sont quand même, quand vous regardez leur trajet sur les actions fin 2022, à partir, on va dire, d'octobre, tout 2023,
toute cette partie de 2024, c'est de la hausse. Ouais. Alors que les taux n'ont pas baissé. Ouais. Donc voilà, il y a quand même de l'anticipation qui est là, donc il faut faire un peu attention. Alors, la Fed qui démarre par 50 centimes, effectivement, 15 jours avant, ce n'était pas gagné. Ça commençait à être un peu une anticipation des plus optimistes d'entre nous. Et puis, quelques jours avant, on s'est dit, bon voilà, c'est le cas de base. Ce qui a rendu d'ailleurs, quand même, pour la première fois depuis des années, la réunion de la Fed le soir à 20h intéressante, avec un petit peu de suspense. Hein. C'était amusant, il y avait du monde devant les écrans. devant la télé. C'était bien. Bon là, 50 centimes, très bien. Et ce qu'on entend en plus, c'est beaucoup de membres de la Fed qui disent ouais, on va continuer avec ce rythme-là. Et bon, c'est peut-être là un petit peu beaucoup d'optimisme, Ouais, je comprends. donc à l'égard de la capacité de la Banque centrale à faire ce qu'elle a envie de faire, et donc peut-être un peu de pessimisme à l'égard de l'état de santé réel de l'économie américaine. Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose d'assez ordonné avec une Fed qui donne forcément le là? Parce que d'autres banques centrales, BCE notamment, vont pouvoir se mettre facilement dans les pas de la Réserve fédérale américaine? Ou est-ce qu'à un moment, il faut imaginer quelque chose d'un peu moins synchrone? Je pense que, idéalement, la Banque centrale européenne aurait tout intérêt à emboîter le pas de la Fed. Pour une fois, et c'était rare, elle a fait le premier mouvement, même les deux premiers avant la Fed. C'était très nécessaire, eu égard à la dynamique européenne qui est quand même très très faible. Ouais. Dans un premier temps, il y avait des freins à cette baisse de taux qui étaient liés aux salaires, hein, dont la rigidité du marché du travail empêchait les salaires de s'ajuster plus rapidement à la baisse des prix. Donc ça, on comprenait que ça empêche un peu la baisse des taux. Maintenant, elle est là, mais on entend quand même, j'ai envie de dire, l'école allemande dire alors on ne va pas aller trop vite, il reste encore des poches d'inflation, n'allons pas trop vite. Or, je pense que quand même le moteur de croissance européen est quand même bien fatigué. On a quand même eu un beau désengage de l'industrie allemande. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on connaisse une vraie crise allemande pour forcer la BCE à aller plus vite dans son mouvement de baisse de taux? Possible. Donc ce ne sera pas ordonné, hein, c'était votre question au départ. Je pense qu'il risque d'y avoir S'il doit y avoir un moment de douleur, le moment de douleur est encore devant nous. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Absolument. Il pourrait y avoir de la volatilité, de l'incertitude et surtout une réaction forte à des événements économiques qui ne sont pas forcément bien dans la tête des décideurs aujourd'hui. En tout cas pour l'Allemagne. Aux États-Unis, bon, je pense que dès l'instant où cette grande tendance de désinflation n'est pas remise en cause par les autorités, on aura plutôt des surprises sur la rapidité des banques centrales européennes, de la Banque centrale américaine à baisser. Il faut se rappeler exactement les années 70-80 aux États-Unis. Hein, c'est la même chose, c'est une série de vagues d'inflation. La Fed faisait le boulot relativement méchamment dans les phases d'hausse d'inflation, mais dès qu'elle le pouvait, bien sûr, elle baissait les taux très vite parce qu'elle ne voulait pas faire souffrir les gens, quoi, en gros. Aujourd'hui, on est exactement dans cette dynamique-là, avec peut-être un petit peu trop d'optimisme à l'égard de la désinflation, de l'atteinte des objectifs de 2%. Le même optimisme qui avait fait que la Fed avait dû avoir besoin d'un an pour se rendre compte que l'inflation n'était pas que transitoire, en fait. Du point de vue du marché, qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric? Vous le disiez en début d'entretien, beaucoup a sans doute déjà été anticipé. Ça veut dire que on est content de voir ces baisses de taux arriver, ça matérialise quelque chose qui a été anticipé par le marché. Mais ça veut dire que pour gérer des investissements avec une vue devant nous, il faut peut-être regarder les choses différemment maintenant, Frédéric? Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'avoir dans les portefeuilles des belles valeurs de croissance avec une valorisation raisonnable, se contenter de ça, en disant la baisse des taux va avoir un effet considérable sur ce style de valeur, compte tenu de l'actualisation des flux futurs qui sont bons. Voilà. Je crois qu'il faut déjà construire une forme de barbell. Certes, le cœur du portefeuille, ça doit être probablement ces belles de valeurs, ces valeurs qui vont bien profiter de la baisse des taux. Mais moi, je conseillerais, et c'est un petit peu ce qu'on fait chez nous, d'anticiper déjà le prochain mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se rendre compte que la détente très forte des taux des banques centrales va très vite réveiller l'hydre inflationniste. Si, comme on a commencé à le voir peut-être hier, avant-hier avec la Chine commence à prendre des mesures un petit peu plus fortes pour éviter la déflation, on aura un facteur supplémentaire de réveil peut-être du prix de certaines matières premières. Voilà, une contribution à l'inflation.
Et donc, notamment sur les parties de taux, la gestion de taux, il y a des choses à faire pour se prémunir contre ça. Sur la partie action, il y a peut-être ne pas considérer que la Chine est définitivement ininvestissable. Il y a peut-être se dire le Japon quand même, certes le yen remonte, est-ce que c'est vraiment dangereux pour les actions japonaises? Il faut se poser ces questions-là. Il faut peut-être se poser la question de se dire est-ce que je peux continuer à avoir un portefeuille investi à 90% entre les États-Unis et l'Europe? Et ma réponse est plutôt non. Il faut commencer à se diversifier. Ça va payer. C'est vrai que les dernières années, le niveau de concentration a été tel, de performance sur les marchés actions notamment, que tous ceux qui ont joué la carte de la diversification, alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas été payés, mais ils étaient moins bien payés que le S&P 500, quoi. Oui. Et en fait, on a commencé à voir déjà depuis quelques mois aux États-Unis. Ouais. Il y avait un indice assez simple à regarder. Vous aviez l'indice Standard & Poor's qui est chargé à 28% d'IA, on va presque dire, enfin de Magnificent Seven. Et il y avait le SPW au lieu du SPX, qui est l'Equal Weighted S&P Index. Donc toutes les valeurs sont prises pour le même poids chacune. Et donc on avait une énorme sous-performance de ce SPW parce que toute la perf était faite par quelques valeurs. Et depuis quelques mois, ça s'est un petit peu inversé, montrant que finalement, le reste des valeurs a plutôt rattrapé un petit peu les grosses. Et ça, c'est lourd, ce qui se met en place, cette pour tendance-là? Pour l'instant, c'est pas vif, c'est pas violent, c'est une nuance qu'on est en train de voir, mais qui va dans le sens d'une surperformance de temps en temps, sur des périodes courtes, de thématiques cycliques, value, par rapport à ces gros mastodontes des valeurs de croissance qui ont fait la performance des fonds depuis 2 ans. Donc, il y a des signes sous-jacents un petit peu qui nous indiquent qu'il faut être un peu moins complaisant, travailler un peu plus, aller chercher faire sa recherche. les bonnes idées là où on peut les trouver. Pour finir sur la partie obligataire, s'il faut imaginer un risque des résurgences inflationnistes à un moment, qu'est-ce que ça implique pour une stratégie obligataire, une stratégie taux, Frédéric Leroux? Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la partie taux, chez nous dans l'allocation globale, cette possibilité est déjà bien mise en œuvre. Plus peut-être que dans le marché d'actions, où on a encore quand même un momentum très fort qui favorise ce qui a marché ces dernières années. Sur les taux, on aime beaucoup les swaps d'inflation, notamment aux États-Unis. L'inflation n'est pas chère. L'inflation, on l'achète aujourd'hui à un peu plus de 2% en moyenne pour les 10 ans qui viennent. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un cadeau extraordinaire. Donc voilà, acheter l'inflation future à travers les swaps d'inflation. Dans le même temps, poursuivre des positionnements de quantification de la courbe. Alors, les taux courts vont continuer de baisser, mais les baisses de taux courts sont tellement anticipées par les marchés que c'est plus tellement cette partie-là de la courbe qui va bouger, c'est peut-être plus la partie longue qui va avoir plus de mal à accompagner à la baisse de taux, la baisse des taux courts. Et une résistance à la baisse des taux longs, quoi, voilà, c'est ça. Les taux longs vont avoir une résistance à la baisse qui va être marquée potentiellement, notamment parce que les marchés vont finir par se dire, avec ces baisses de taux successives, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer des conditions qui pourront ressembler, peut-être avec des bémols, à ce qu'on a connu en 21-22? Et donc les taux longs vont anticiper peut-être une inflation qui ne baisse plus, voire qui remonte. Et dans ce cas-là, la quantification est forcément une excellente idée. Donc les swaps d'inflation, la quantification, et avec ça, on réduit sensiblement le risque global d'un portefeuille multi-asset. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être venu nous voir sur le stand Smart Bourse Bismart à l'occasion de cette édition patrimoniale 2024. Frédéric Leroux, responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, qui était notre invité.